Bon, alors on revient à la dernière partie de cette édition de Bonjour à l'Égypte. Comme on a mentionné, donc on va parler de la conférence Russie-Afrique qui s'est tenue la semaine dernière en Égypte et l'importance de cette conférence, de cette édition. Donc pour parler de ce sujet, on a le plaisir d'accueillir sur le plateau Dr Yousra Chaaben, maître de conférence à la faculté de droit, Université de Ain Shams. Bonjour. Bonjour. Donc on va tout de suite regarder un reportage sur cette conférence et on revient pour en parler donc bien sûr en détail avec vous. Comme vous le savez, donc l'Égypte a accueilli la deuxième conférence ministérielle du Forum de partenariat russo-africain rassemblant les ministres des Affaires étrangères des pays africains et de la Russie ainsi que des représentants de l'Union africaine et d'organisations régionales dans le but de renforcer la coopération et de promouvoir le développement, la paix et la sécurité en Afrique. Pour plus de détails, donc on regarde ce reportage de Shahinez Ismail et on revient pour notre débat. L'Égypte a accueilli les travaux de la deuxième conférence ministérielle du Forum de partenariat russo-africain rassemblant les ministres des Affaires étrangères des pays africains et de la Russie. De représentants de l'Union africaine et d'organisations régionales participent également à ce forum, dans le but de renforcer la coopération et de promouvoir le développement, la paix et la sécurité en Afrique. La conférence a souligné l'importance du partenariat Afrique-Russie comme mécanisme de coopération internationale soutenant les objectifs de développement durable et la mise en œuvre de l'agenda 2063. L'Afrique que nous voulons, notamment dans les domaines de l'intégration régionale, du commerce libre continental, des infrastructures, de l'énergie, de l'agriculture et du transfert de technologies. Les participants ont considéré que cette conférence prolonge l'élan des sommets Russie-Afrique de Sotchi en 2019 et de Saint-Pétersbourg en 2023 et constitue une étape concrète vers l'exécution du plan d'action du Forum 2023-2026, tout en lançant les consultations pour le plan d'action 2026-2029 en vue de son adoption lors du 3e sommet russo-africain. Sur le plan politique, la conférence a insisté sur l'importance du dialogue régulier entre les pays africains et leurs partenaires internationaux pour renforcer la confiance et coordonner les positions sur les questions régionales et internationales. En matière de développement, il a été souligné la nécessité de soutenir les projets de reconstruction post-conflit, de mobiliser des financements pour les initiatives continentales et de renforcer la coopération dans les domaines de la sécurité alimentaire, de l'énergie, des communications et des technologies de l'information, afin de favoriser une croissance inclusive répondant aux aspirations des peuples africains. Concernant la sécurité, les discussions ont porté sur les défis liés aux conflits armés et aux menaces terroristes, avec un accent sur les solutions pacifiques, le rejet des interventions extérieures et le soutien aux efforts africains de maintien de la paix, y compris le financement des opérations de soutien à la paix conformément aux résolutions du Conseil de sécurité. La conférence a également abordé la gestion des ressources en eau transfrontalières, en insistant sur le respect du droit international et la coopération afin que l'eau serve au développement et à l'intégration plutôt qu'au conflit. Dans un contexte régional et international en mutation rapide, le Forum russo-africain confirme son rôle croissant en tant que plateforme de dialogue, de coordination et de soutien au développement et à la stabilité en Afrique. Donc de retour sur le plateau pour entamer notre débat avec Dr Yousra Chaaben, maître de conférence à la faculté de droit Université de Ain Shams. Rebonjour. Merci. Et donc cette conférence ou cette deuxième édition de cette conférence ministérielle russo ou Russie-Afrique s'avère très importante. Comme vous le savez, donc même après que l'Égypte a quitté la présidence de l'Union africaine, l'Afrique reste toujours
la priorité de l'administration politique de l'Égypte. Comment vous avez donc évalué ou comment vous avez lu cette conférence et l'importance de la tenue de cette conférence en Égypte? Déjà, comme vous avez mentionné, l'Égypte, elle consacre une grande partie de sa politique étrangère à tout ce qui est Afrique, soit l'investissement, l'économie, le développement durable, etc. Et donc, l'Égypte, encore, à part aussi ce colloque afro-russe, il y avait aussi l'inauguration du centre commercial, la banque commerciale de l'Afrique aussi, c'est-à-dire on avait la semaine dernière comme un focus où on a vraiment mis en lumière l'Afrique et ceci, il signifie la grande importance que l'État égyptien consacre et donne à l'Afrique. Elle fait partie de l'Afrique, elle fait partie, en fait, il y avait un ouvrage très important qui parle des 7 piliers de l'État égyptien. Parmi ces 7 piliers, il y avait la Méditerranée, l'aspect Méditerranée, l'aspect Moyen-Orient, l'aspect Afrique, l'aspect arabe, l'aspect islamique et ainsi de suite. Et donc l'Égypte, elle est centre d'intérêt de tout, de beaucoup de choses, y compris l'Afrique. Et elle a, de toute sa vie, l'Égypte, elle a consacré, elle a dédié beaucoup d'efforts pour le développement de l'Afrique, pour la politique de l'Afrique, pour la souveraineté de l'État, de plusieurs États africains, etc. Et donc l'historique de l'Égypte est très bon avec l'Afrique et je pense avec ces quelques actions, l'avenir de l'Égypte et l'Afrique serait aussi parfait comme son histoire, certainement. Oui, comme vous avez mentionné, l'historique de l'Égypte avec l'Afrique est très bon, mais il y avait des années oui, dans l'époque de Nasser, par exemple, qui a contribué même à chercher à l'indépendance de plusieurs pays africains, à développer plusieurs pays africains, mais il y avait des années des dizaines d'années que les pays africains ou le dossier africain était marginalisé dans la politique étrangère de l'Égypte. Plus ou moins, mais je ne peux pas dire marginalisé comme ça, mais plus ou moins, ok. Par contre, l'Égypte, elle était toujours présente pour ce qui concerne l'éducation, par exemple. Oui. Moi, comme je suis à l'université, je peux vous dire qu'on a quand même des étudiants étrangers, africains en particulier, qui viennent en Égypte pour leur éducation. On n'oublie pas aussi que l'Académie nationale, NTA, National Training Academy, l'Académie nationale de formation, elle fait des programmes, en ce moment, elle dédie vraiment des programmes spécialisés pour les leaders africains. Et donc l'Égypte, elle contribue plus ou moins dans plusieurs secteurs, que ce secteur peut-être il diminue un peu, il augmente un peu, mais elle est présente toujours et de façon ou d'autre. Voilà la réponse à votre question. Et on n'oublie pas aussi, au sein de l'université, on a quelque chose qui s'appelle les festivals des peuples. Et ce festival de peuples, il y a toujours les Africains qui se représentent avec leur tenue traditionnelle, etc. Et ils aiment la vie en Égypte. Moi-même, j'ai beaucoup d'amis africains qui s'intéressent à leur vie en Égypte et ils aiment l'Égypte. Donc, à mon avis, l'Égypte, l'Afrique, c'est comme... c'est un seul peuple et on est tous unis. À votre avis, donc, dans quelle mesure le forum de partenariat Russie-Afrique est important? Bien sûr, c'est important sur plusieurs plans, que ce soit économique, commercial, investissement, mais quels sont
les principaux points de partenariat entre la Russie et l'Afrique? Il est important, il vient rappeler plusieurs objectifs, surtout l'indépendance de plusieurs pays africains, leur souveraineté, les partenariats politique qui décline à des partenariats économiques et d'investissement. On n'oublie pas aussi tout ce qui est climat et environnement et le dossier de l'eau concernant l'Égypte. Même le président Abdel Fattah el-Sisi, dans son mot qui a été affirmé par le ministre Badr Abdelati, il a bien souligné l'importance de la souveraineté des États, l'importance de le dossier de l'eau pour l'Égypte, les points communs et les traits communs qui sont entre l'Égypte et tous les pays africains. Et donc ce sommet-là, c'est pas le premier en fait. Ce sommet, il y avait déjà à Sochi auparavant et aussi à Strasbourg en Égypte, et c'est sa troisième version. Il est important pour l'Égypte, comme on l'a mentionné, mais il est aussi important pour la Russie. La Russie, elle est membre du Conseil de sécurité aux Nations Unies, parmi les 5 grands puissances qui ont le droit de veto. Voilà. Et donc, la présence de la Russie, elle ne va pas venir en Afrique sans passer par l'Égypte. Ça, c'est sûr. Et donc, la Russie, elle a intérêt à trouver sa place dans cette scène mondiale. On n'oublie pas qu'il y a beaucoup d'investissements chinois qui sont en Afrique, aussi beaucoup d'investissements américains des Nations Unies. Et donc, à mon avis, la Russie, comme grande puissance, est parmi les 5 pays de puissance qui ont le droit de veto. Elle a intérêt à trouver sa place dans ce continent africain. Et donc, l'importance de ce sommet, il est double, il est triple, non seulement pour les pays africains, mais aussi pour l'Égypte, pour la Russie, et pour l'économie et la politique mondiale. Et donc, à mon avis, c'est très, très important. Oui, c'est très important, comme vous venez de dire. Mais comment on peut donc faire cet équilibre et garantir que cette coopération, ce partenariat soit gagnant-gagnant pour la Russie et pour les pays africains? Vous savez, les pays africains ont beaucoup de richesses à exploiter. Alors, comment on peut garantir que ce soit une relation de gagnant-gagnant? En fait, la Russie, elle avait, entre parenthèses, et l'histoire, ou historiquement avec l'Afrique, elle avait affirmé comme une charte de souveraineté et de liberté, ce qui a été rappelé dans ce sommet-là. Ils ont dit la Russie, dans son historique, ils ont rappelé la Russie de son devoir ou de ses obligations envers le continent africain. Deuxième chose, les pays africains, ils cherchent leur place et leur puissance aux Nations Unies. On n'oublie pas que plusieurs pays africains, il y en a plusieurs pays africains qui cherchent en fait à avoir une chaire, avoir une place aux Nations Unies et être présents, etc. C'est entre autres une certaine manifestation de souveraineté. Troisième chose, c'est que la Russie ou les grands pays en général, ils ont quand même un petit devoir envers, ou c'est comme ça, les pays africains, ils voient comme ça, que les grands de puissance qui étaient auparavant, les grandes puissances qui faisaient les colonies, etc., ont quand même un devoir de développement, d'investissement, d'infrastructures dans les pays qui ont été déjà colonisés. C'était déjà un point de vue qui a été développé au COP 27, au COP 28, etc. Il est toujours manifesté par plusieurs pays africains que les grandes puissances qui ont pris notre richesse pour quelques années, pour certains nombre d'années, ils doivent quand même contribuer à notre développement de ces jours-là, etc. Et donc, à mon avis, la Russie, elle a quand même intérêt, puisqu'elle a intérêt à être présente, elle a intérêt aussi à faire quand même plusieurs partenariats, non seulement
politique, mais politique qui enchaîne à des autres partenariats économiques, d'investissement, de climat, etc. Elle a intérêt à faire ça. Oui, vous avez mentionné donc les sommets de Sochi en 2019 et le sommet de Saint-Pétersbourg en 2023. Voilà. Comment ces deux premiers sommets ont contribué au développement de cette coopération, de ce partenariat Russie-Afrique? C'est important parce que ça donne l'impression d'un dialogue ou de partenariat continu. Et c'est l'essentiel en fait. Ce partenariat africo-russe, c'est pas un événement et qui se termine et qu'on tourne la page. Au contraire, à mon avis, la philosophie de ce sommet-là est de maintenir une certaine relation continue entre l'Afrique et la Russie, l'Égypte et la Russie. Entre autres, c'est pas le premier ni le dernier sommet ou coopération entre Pointe du Nord et Pointe du Sud. On a déjà d'autres aussi partenariats et collaborations, par exemple les pays Sud-Sud. Et donc on a plusieurs sortes de coopération. L'important ou ce qui est intéressant, c'est que l'Égypte, comme elle est le noyau, comme elle est le centre de plusieurs civilisations, peuples, dimensions, etc., comme je viens de vous mentionner, Moyen-Orient, Méditerranée, Afrique, etc., elle a intérêt, elle est présente dans toutes ces coopérations, ce qui donne une richesse à sa politique externe, étrangère. Oui, et justement concernant cette politique externe, comme vous le savez, donc le président Abdel Fattah al-Sisi, depuis son arrivée au pouvoir, il cherche toujours des partenariats, des alternatives avec tout le monde, avec pas seulement les grandes puissances mondiales, la Russie, les États-Unis ou la Chine par exemple, mais avec tous les pays du monde. Il cherche toujours de partenariats équilibré. Est-ce que, comme bien sûr tous les chefs d'État du monde qui font la même chose presque ces dernières années, on a vu le président français Emmanuel Macron qui était aux Émirats Arabes Unis pour un partenariat stratégique et commercial aussi. Alors, est-ce que vous voyez que l'équilibre entre les puissances du monde, ça commence à changer dans le monde, bien sûr? Pas seulement la Chine, les États-Unis ou la Russie et les États-Unis, mais il y a un changement de cette puissance. Oui et non. Oui, parce que les traditionnels, les pays traditionnels ou les grandes puissances traditionnelles, elles maintiennent quand même des places. Elles contiennent quand même des places au moins administratives, c'est-à-dire ils sont représentés au Conseil de sécurité, ils sont dans ça, de par leur ancienneté. Ça, c'est normal. Oui. Mais aussi, on a toujours d'autres pays qui sont en voie de développement et qui ont quand même souligné une grande intelligence politique. N'oublions pas qu'il y a des puissances qui sont en développement, telles que l'Inde. On n'oublie pas l'Inde en fait. Oui. Par exemple, le Brésil qui essaye aussi. Et donc, le nouveau jeu, ça dépendra de comment on va jouer politique. Oui. Nous, les Égyptiens, ou aussi les autres partenaires. Ça dépendra comment la Russie, c'est-à-dire ce sommet-là est très intéressant et il est très important, comme on vient de souligner. Comment la Russie va-t-elle être présente ou être représentée sur place, être active ou non, ça dépendra. Les raisons pour lesquelles, quand vous venez de dire que l'Égypte, depuis longtemps, elle maintient des relations binaires équilibrées avec beaucoup de pays, même de philosophie ou d'idéologies différentes. Oui, pourquoi? Parce que ça dépend de chaque pays. Parfois, ce partenariat, il est actif. D'autres pays, le partenariat n'est pas actif. Ça dépend. Et donc,
donc, l'état d'esprit de politique dit qu'on est diplomate, on est politique avec tout le monde et ça dépend des relations binaires et de l'effectivité de chacun de ces partenariats-là. Oui. Donc malheureusement j'ai beaucoup de questions à vous poser, mais on arrive, le temps est donc on arrive au bout de cette édition de Bonjour l'Égypte. Dr Yousra Chaaben, maître de conférence à la faculté de droit, Université de Ain Shams. Merci beaucoup d'accepter notre invitation aujourd'hui et passer une excellente journée. Merci. Et à la prochaine, Inch'Allah. Merci. Merci beaucoup. Et donc c'était tout pour cette édition de Bonjour l'Égypte. Merci beaucoup pour votre attention et passez d'excellents moments avec la suite de nos programmes sur Nile TV International.